Dites-nous tout. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Ouria Boutelja. Bonjour Ouria. Bonjour. Auteure militante au sein du parti Les Indigènes de la République. Qu'est-ce que c'est les Indigènes de la République, Ouria? C'est un parti politique dit décolonial. Je ne sais pas si ça a un sens ici au Québec. En France, c'est un parti qui est animé principalement par des gens issus de l'histoire coloniale, c'est-à-dire qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou des Dom-Tom, et qui vivent une situation particulière en France qui est celle du racisme structurel de l'État français, et donc ils sont discriminés massivement et qui vivent principalement dans les ghettos, dans ce qu'on appelle la banlieue, et qui ne se sentent plus représentés par les partis traditionnels. Ça a été une question importante au cours de la campagne présidentielle. Absolument. François Fillon a nié l'impact négatif de l'État impérial français envers les colonies. Là. Oui. Bon, voilà. Par exemple, c'est alors François Fillon, c'est un peu, c'est la nostalgie du passé colonial, mais c'est vrai qu'il n'en est pas le seul représentant. Évidemment, il y a l'extrême droite, mais qu'il l'est de manière décomplexée depuis une trentaine d'années. Mais à vrai dire, une grande partie de la gauche également. Donc en fait, le parti des Indigènes de la République. Ça s'appelle le pire. Qui fait pire. On a un slogan qui est le pire est à venir, alors qu'il faut comprendre comme étant effectivement le pire. Donc là, par exemple, Le Pen, Macron, voilà, le pire peut arriver, mais en même temps, un parti décolonial, c'est l'avenir. Voilà. Donc on joue sur cette espèce d'alternative qui est que on voit pas comment la France pourrait s'en sortir politiquement si la gauche en tout cas ne comprenait pas l'intérêt pour elle de faire des grandes alliances, de grands fronts avec les gens issus des populations des quartiers populaires. Oui. Mais Emmanuel Macron, Ouria, dans son discours d'acceptation de son premier rang là, au premier tour là, des élections présidentielles, a tenu à dire qu'effectivement il fallait s'ouvrir, il fallait donner du travail aux gens dans la cité, briser ces systèmes de ghettoisation. Alors, vous n'avez pas la foi dans ce discours? Non, on sait très bien que c'est un discours de façade, parce que en même temps qu'il dit ça, effectivement, il a un discours de façade, comme je dis, peut-être comme Trudeau, que je ne connais pas assez, mais j'ai le sentiment que c'est un peu le Trudeau français, dans la mesure où, par exemple, il veut nous ubériser. Alors l'ubérisation de la société française, c'est les nouvelles formes d'esclavage, dans le sens où il veut rabaisser les salaires. Les salaires. Donc en fait, il tend vers une exploitation accrue des populations les plus fragiles. Ouais. Voilà. Vous êtes né le 5 janvier 1973 à Constantine, c'est en Algérie, de parents qui avaient immigré en France au cours des années 60. Est-ce que vous diriez, Ouria, que vous avez été victime d'ostracisation? Parce que vous avez grandi en France, en fait. Moi, j'ai grandi en France et je suis une femme. Alors, en tant que femme, en tant que femme issue d'immigration post-coloniale, le rapport effectivement à la France n'est pas tout à fait le même que celui des hommes issus de la même immigration que moi. C'est pire? Parce que alors justement, c'est plus compliqué que ça. Il y a le racisme d'État. Là, je parle du racisme structurel. Il agit de manière différenciée en fonction du genre, mais également en fonction de notre background. C'est-à-dire qu'en fait, le racisme n'est pas tout à fait le même en fonction qu'on est musulman, qu'on est noir, qu'on est des dom-tom, qu'on est chinois ou qu'on est rome. Ouais. Donc il y a une sophistication du racisme français qui fait que on traite pas les populations tout à fait de la même manière. Et les hommes et les femmes différemment. Et alors aussi. quant aux femmes et aux hommes, effectivement, l'État français aura tendance à privilégier les femmes, précisément. Ce qu'on appelle les beurettes. Donc il y a un message un peu, je dirais même pas subliminal, parfaitement officiel, qui invite les femmes issues de l'immigration à si elles nient leur famille, si elles nient l'islam, alors à condition d'un tas de reniements, elles ont la possibilité de vivre en France en tant que citoyennes, évidemment, en acceptant une espèce de pacte de reniement, ce qui n'est même pas une possibilité offerte aux hommes. Alors les hommes, c'est autre chose, effectivement. Ils sont dès leur très jeune âge relativement plus contrôlés au faciès par la police, par exemple. Ce qu'on appelle le contrôle au faciès. Ils sont très discriminés concernant le travail et beaucoup d'entre eux, sont carrément tués par la police, puisqu'on déplore environ 5 morts par an, ce qui fait quand même, alors sachant que, et là ce sont les chiffres parfaitement officiels, il y a sur 100% des hommes, la plupart sont des hommes, tués par la police depuis les années 80, 90% sont noirs ou arabes.
Oui, et puis ils remplissent les prisons, on connaît les statistiques. Alors, vous avez publié un livre très très discuté dans les médias français. On vous a critiqué, vilipendé, interviewé, contesté. Les Blancs, les Juifs et nous, que Thomas Leblanc et moi, nous avons lu. Alors, on vous a traité, à partir de ce livre, d'islamophobe, d'homophobe. Non, pas d'islamophobe, de raciste, pas islamophobe. Antisémite. Voilà, antisémite. Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Islamophile, voilà. Homophobe, sexiste, raciste, antisioniste. Oui, c'est beaucoup, hein, quand même. Puis vous semblez quand même assez sympathique, là. Bon. Alors, on va parler des deux conférences pour lesquelles vous êtes au Québec. Puis on va décrypter les thèmes. Oui. Alors, vous êtes au Québec pour participer au festival Métropolis Bleu. Ce soir, il y a une conférence autour du concept de l'amour révolutionnaire, qui est le sous-titre de votre ouvrage. Oui. Qu'est-ce que c'est l'amour révolutionnaire, Ouria? C'est une difficulté pour moi de l'exprimer parce que c'est sûrement un rêve, parce que je suis quelqu'un de plutôt pessimiste dans la période que l'on vit. Et c'est quelque chose dont j'aimerais dire qu'il faudrait inventer. Alors, l'amour révolutionnaire, évidemment, c'est l'alternative à la guerre. Est-ce qu'on est obligé de se faire la guerre? Est-ce qu'on est obligé d'accepter fatalement une espèce de guerre civile larvée concernant la France? Oui. Pour l'instant, je parle du point de vue de la France. Je crois que non, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et je pense qu'on peut éviter la guerre. Alors, l'amour révolutionnaire, ce serait cette alternative, c'est-à-dire, est-ce que entre blancs, juifs et indigènes, c'est-à-dire post-coloniaux, est-ce qu'il y a une possibilité de s'aimer? En fait, c'est une alternative à l'hégémonie. En fait, ce que j'ai compris du livre, c'est que c'est face à l'hégémonie européenne, l'hégémonie blanche que vous nommez les démocrates, les humanistes, les gens de gauche finalement qui disent prendre la défense de ces indigènes que vous nommez, mais qui finalement sont complètement hypocrites et perpétuent un système capitaliste. L'amour révolutionnaire, ce serait comme cette alternative qu'on peut choisir. Moi, je peux rien changer à la pigmentation de ma peau, vous voyez, mais je peux adhérer à votre. C'est un peu ce que j'ai reçu. Alors, précisément parce qu'il ne s'agit pas de pigmentation de peau. Parce que justement, la blanchité est mal comprise. Il s'agit d'un rapport de pouvoir. Oui, absolument. Voilà. Et donc, moi, par exemple, je dis dans le livre que je suis blanche. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je suis, dans le cadre de l'État-nation, je suis une indigène. Je suis un sujet racisé par rapport à la population hégémonique blanche. Mais par rapport au Sud, au Grand Sud, je suis une blanchie dans la mesure où, bénéficiant relativement des privilèges politiques, syndicaux, sociaux. Donc là, oui, je suis une blanchie. Donc effectivement, j'ai ma part de blanchité, donc ce qui montre bien qu'on est dans un rapport de pouvoir et que la blanchité n'est pas du tout une question de. Donc vous seriez blanche en Algérie, mais racisée en France. Et en France, je suis racisée. Je suis une indigène. Voilà. Ouria, est-ce qu'il n'y a pas un danger de réfléchir au fonctionnement des sociétés, aux structures des sociétés en termes de race? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de tout ramener à la race dans ce genre de discours? Alors d'abord, tout n'est pas ramené à la race, puisque la race est une des dimensions de l'oppression, puisqu'il y a effectivement la dimension de classe et la dimension de genre qui existe et qu'on reconnaît parfaitement bien. La question de la race n'est pas connue en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de ce qu'on appelle du color blind, qui est que on reconnaît en France, en tout cas la gauche française reconnaît l'oppression de classe, comme elle reconnaît l'oppression de genre, elle ne reconnaît pas l'oppression de race. Et donc nous, on l'a introduite effectivement cette notion de race pour exprimer quelque chose de structurel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une oppression qu'on n'a pas inventée. Le fait que nous, indigènes de la République, quand je dis nous, c'est un nous politique, nous soyons très représentés dans les prisons par exemple, ça n'est pas le fait du hasard, puisqu'en fait si c'était une question simplement de classe, il y aurait plus de blancs en prison que de non-blancs, puisqu'il y a plus de blancs en France. Or, les rapports sont inversement proportionnels, ce qui prouve qu'il y a une autre question qui se superpose aux autres, qui est la question de la race, et que nous, on tient à mettre au devant de la scène pour exprimer la raison principale qui explique en quelque sorte la mésentente entre nous et la gauche blanche. Mais d'une certaine façon blanche. aussi, puis je pense que c'est ça qui ressort de votre livre, vous faites un rapprochement avec plusieurs luttes internationales, avec la lutte des droits civiques aux États-Unis. Vous parlez beaucoup de James Baldwin. Votre livre, moi, m'a rappelé le documentaire de Negro, Don't Call Me Your Negro. Negro, yes. I'm not your Negro, exactement. I'm not your Negro. Documentaire qui vient de paraître. Qui est excellent, où la pensée de Baldwin est résumée finalement en s'attaquant à ce suprémacisme finalement facile, quotidien. C'est ce qu'on s'attaque pas nécessairement à... Oui, il y a la violence, vous parlez de la Shoah dans votre livre, il y a la violence, il y a l'extermination, mais il y a ce racisme normal, quotidien, cette oppression, et qui peut être vécu en France, mais vous parlez des Autochtones d'Amérique du Nord, vous parlez des... je pense que nous, au Canada, on pourrait avoir ce sentiment-là par rapport aux Premières Nations. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on apporte ce discours-là sur la place publique, Ouria?
Parce que vous parlez d'amour révolutionnaire, mais c'est un discours qui stigmatise, on l'a bien vu, là, qui polarise les gens, vous les faites réagir, ils sont en colère par rapport à de tels propos. Ah, ils sont très en colère, mais c'est parce que ils tiennent. Moi, je crois que la colère, elle est due au fait qu'ils tiennent tout simplement à leur privilège. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient que la situation se perpétue. Or, nous disons que la situation ne peut pas se perpétuer dans la mesure où nous en sommes les victimes. Donc, soit on accepte d'être des victimes et de subir, et donc effectivement de ne rien dire, de laisser les choses se faire, mais si vous voulez, ne pas proposer d'alternative, c'est aussi permettre à d'autres de proposer l'alternative. Or, en France, des alternatives démagogiques, type, alors je ne sais pas si vous connaissez Alain Soral, par exemple, qui est un militant d'extrême droite, qui lui a un discours qui est une offre aussi politique pour les gens issus de l'immigration et des quartiers. Oui. Donc il attire aussi du monde, mais on peut aussi imaginer Marine Le Pen peut en attirer aussi. Marine Le Pen a une politique vis-à-vis des quartiers, mais on peut aussi considérer que l'État islamique lui-même a un discours vis-à-vis. Tout à fait. Et essaie, voilà. Donc en fait, c'est simple. Si le terrain est laissé, eh bien, il n'y a pas d'alternative politique et ensuite on n'a plus que nos yeux pour pleurer, si vous voulez. Et les propositions qui sont faites sont des propositions qui sont effrayantes. Et donc nous, on est quand même dans une perspective où, précisément, lorsque vous dites je fais la proposition de l'amour révolutionnaire, c'est quand même une proposition qui propose une alternative universelle pour tous. Il ne s'agit pas simplement... Peu importe la couleur de la peau, là. Ah oui, mais absolument. Oui. C'est pour ça que, quand je dis vers une politique de l'amour révolutionnaire, c'est une politique vers un nous politique qui englobe tout le monde. Bon, comment on y arrive après avoir choqué tout le monde de telle sorte? On y arrive comment? Parce que c'est ça aussi l'enjeu actuellement. Si tout le monde se divise et reste dans son camp, on n'y arrivera pas. Non, mais d'abord... on est déjà divisé. Oui. D'abord, on est déjà. Si on regarde factuellement les choses, les divisions existent réellement. Là, la question, c'est comment surmonter les divisions. Eh bien, il me semble que moi, je raisonne, si vous voulez, de manière tout à fait matérialiste. Moi, je crois que ce qui fait bouger le champ politique, c'est quand même d'abord et avant tout les rapports de force. Donc, il s'agit pour nous de construire une force politique. C'est pour ça qu'on est une organisation politique qui est à même d'abord de convaincre ceux qui sont concernés, parce que ça, c'est déjà en soi un défi. Je crois que c'est Angela Davis qui disait qu'il faut déjà convaincre les opprimés. De lutter. De reconnaître cette oppression-là sans déterminer par le fait qu'ils sont la victime. Et c'est délicat, parce que se définir comme une victime, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde non plus, ou souhaitable. C'est délicat aussi de se reconnaître comme ostracisé, comme marginalisé. C'est pas nécessairement l'envie des immigrants. À la base, ils veulent s'intégrer. Quand ils arrivent dans un pays, Ouria, ils veulent participer au pays. Ils veulent pas être stigmatisés dès le départ ou rangés comme une victime. Oui. C'est le défi là qui vous attend. Alors absolument, mais les faits sont têtus. Ils veulent s'intégrer, mais on ne les intègre pas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent la volonté de vouloir s'intégrer, elle est très très forte, absolument. Vos parents devaient vouloir s'intégrer quand ils sont arrivés dans les années 60. Et ils nous élèvent pour faire des études, pour réussir mieux qu'eux. Sauf que la société française nous en empêche, puisque le principe même de la ségrégation spatiale et sociale, c'est le refus de nous intégrer. Oui, Ouria, pourquoi on vous a traité d'homophobe? Parce que, alors ça c'est une histoire qui remonte à 2013 où un journal, je crois qu'il s'appelle Street Press, avait déclaré que j'avais dit que les homosexuels n'existaient pas dans le monde arabe. Vous avez cité en fait l'ancien président iranien qui disait il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Non, parce que c'était avant. Là, ce dont je vous parle, c'était avant le livre. Ça, c'est ce que je dis dans mon livre. Mais l'histoire dont je vous parle, les accusations d'homophobie datent de 2013, où un journal avait exprimé cette idée. Moi, ce que j'ai dit, c'est une toute autre idée, qui est que les identités politiques LGBT n'étaient pas universelles. Alors, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui effectivement existe partout, mais la politisation de la sexualité n'existe pas partout. C'est un produit occidental, c'est ce que vous dites. Par exemple, si on est au Japon ou en Iran, la politisation LGBT n'est pas vécue de la même façon qu'en Occident. C'est ce que vous voulez dire. Je dis non, c'est même pas qu'elle n'est pas vécue, c'est que parfois elle n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée très eurocentrique qui consiste à considérer que l'expérience des Européens est universelle. Elle se voit précisément, notamment à travers la question LGBT, puisque dans le continent africain, je ne prends que cet exemple-là, comme on pourrait prendre le cas de l'Iran, effectivement, cette politisation de la sexualité n'existe pas. Alors, il existe des endroits dans le monde, et ça a été particulièrement le cas avant la colonisation, avant la colonisation, où par exemple, il y a des types de relations sexuelles qu'on dirait homosexuelles, qui n'avaient pas de nom, par exemple. Elles n'avaient pas de nom social. Il y avait, dans d'autres pays, elles avaient un nom, c'est-à-dire qu'elles étaient identifiées comme étant un fait social, mais pas politisé.
Donc, vous voyez, déjà deux différences. Et en Europe occidentale, de ce qu'on appelle les démocraties libérales, là oui, la sexualité, elle est politisée. Mais c'est une expérience concrète qui existe, qui est conjoncturelle et qui existe dans un endroit particulier. En quoi c'est intéressant dans le débat que vous tentez de mener? Alors c'est intéressant parce que quand on est décoloniaux, on refuse de croire à l'universalité de l'expérience des pays occidentaux. C'est-à-dire les expériences sociales. À partir de là... Autant le féminisme aussi, ça fait partie du même discours pour vous. Féminisme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que le monde ne vit pas au rythme de l'Europe, mais pour des raisons parfaitement explicables. C'est-à-dire qu'en fait, ne serait-ce que parce que l'Occident est le lieu d'exportation de certaines idées. Mais il y a des choses qui sont bénéfiques quand même. C'est une idée intéressante, le féminisme. C'est une idée intéressante que celle d'inscrire des orientations sexuelles dans un discours politique. C'est pas nécessairement néfaste. C'est pas forcément... Il peut y avoir une mixité intéressante. C'est très compliqué d'être aussi affirmatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de tels bouleversements. C'est-à-dire qu'en fait, les pays du Sud ont tellement dû incorporer l'importation d'idées nouvelles, de luttes nouvelles. Par exemple, même la lutte des classes, qui paraît universelle. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Au départ. La lutte des classes n'est pas universelle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait lutte des classes universelle, il faudrait que tous les pays du monde soient structurés de la même manière, avec une grande bourgeoisie et un prolétariat. Or, la plupart des pays du Sud n'étaient pas industrialisés, et donc l'idée même d'une universalité de la lutte des classes, elle est à remettre en cause. Donc c'est pas aussi simple. Houria Bouteldia, on comprend que vous nous obligez à changer notre regard par rapport à vos écrits et vos propos, certainement. Alors ce livre dont on a parlé, il est publié aux éditions de La Fabrique. Vous êtes en conférence ce soir et demain dans le cadre du festival Métropolis Bleu. On va placer les références de ces deux présences sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup.